Nous allons traiter les enjeux, et plus précisément les enjeux environnementaux, mais commençons maintenant par l'eau. En étant conscient des risques du gaz de schiste, il faudrait augmenter les politiques et les recherches environnementales afin de réduire au maximum les dégâts. Le gaz contamine l'eau, donc les forages contamineraient l'eau bue par les populations. Mais une pollution naturelle existe, donc on ne peut pas dire que les forages sont la seule contamination de l'eau. Cependant, il existe d'autres risques comme l'explosion des maisons ou la mort des animaux dus à l'eau contaminée. Donc maintenant, je vais vous parler de 1000 produits toxiques. Donc ce n'est pas le méthane qui est inquiétant, mais plutôt les autres produits chimiques utilisés pour la fracturation, tels que les diesels, ou les dérivés du benzène, ou le xylène, qui sont des gaz toxiques et cancérigènes. Donc l'idée générale de la contamination est la suivante. Les gaz libérés par la fracturation migrent dans la roche et puis contaminent les aquifères. Qu'est-ce que c'est les aquifères? Les aquifères sont les lieux qui stockent l'eau. Donc, en plus de ça, cette même voie est empruntée par les produits toxiques. Cependant, cette idée est presque considérée comme fausse. Pourquoi? Eh bien, parce que les puits destinés à l'eau potable prélèvent l'eau à quelques centaines de mètres, tandis que la fracturation a lieu à environ 2000 mètres. Donc, si on a recours à la fracturation, c'est car le gaz ou l'eau ne peuvent pas migrer dans la roche, donc en général. Les puits sont imperméables. Donc sauf fuite de gaz, les gaz ne peuvent pas s'échapper. Et cependant, les échanges entre les zones profondes et les aquifères existent. Donc c'est pour cela donc, que quelques contaminations peuvent arriver, mais elles sont de méthane uniquement. Donc l'essentiel de la contamination provient de la surface et la plus grande partie des eaux de la fracturation sont récupérées au niveau des puits. Donc les eaux sont stockées puis retraitées. Cependant, il y a le cas des bassins à ciel ouvert où parfois ils peuvent causer problème par des pluies, des débordements, de la mauvaise manipulation ou des accidents. Il y a également avec ça certaines négligences de par la volonté de faire des économies. Donc les personnes qui font ça jettent tout simplement les eaux usées et donc elles vont arriver dans les cours d'eau et dans les champs et donc elles vont les contaminer et les polluer. Pour ces techniques, beaucoup d'eau est utilisée. Donc en effet, l'eau utilisée pour l'ensemble des fracturations hydrauliques aux États-Unis représente 0,8% de leur consommation. Et les puits sont installés sur des zones de stress hydrique et les sécheresses sont fréquentes. Donc il existerait deux solutions. La première serait de récupérer les eaux usées pour d'autres fracturations hydrauliques et la deuxième, qui est encore expérimentale, serait d'utiliser l'eau qui n'est pas consommée comme l'eau salée. Mais les besoins en eau et le réchauffement climatique sont des problèmes pour cette solution. Les impacts environnementaux ont également des effets sur la population. Alors, tout d'abord, aux États-Unis, plus de 15 millions de personnes vivent avec une quantité de poussière qui est supérieure au seuil d'exposition qui est recommandé. Les personnes qui habitent proches d'un puits ou d'un forage de gaz de schiste se plaignent d'irritation, de fatigue, de maux de tête et même parfois de troubles de la mémoire. Mais aux États-Unis, l'accès à la santé dépend des revenus. Or, le gaz de schiste crée beaucoup d'emplois et donc ça contrebalance, étant donné que plus de personnes peuvent ainsi se soigner. De plus, pour seulement 10 puits, il faut entre 7 000 et 11 000 trajets de camions pour acheminer l'eau, le sable, les produits chimiques et l'équipement. Donc ça dérange les habitants car ça augmente l'intensité du trafic et donc ça augmente les risques d'accidents. Ainsi aussi ça crée des odeurs désagréables et beaucoup de bruit. Certains paysages sont donc touchés et donc sont contre le forage. Les impacts sont causés par les puits, par les bassins de stockage des eaux usées, par les réservoirs des eaux pour la fracturation ou encore par les établissements des camps de travail. L'injection des eaux usées dans les puits secondaires provoque l'augmentation des séismes près des sites de forage. En effet, nous constatons l'augmentation des séismes. Mais est-ce vraiment la faute
de l'injection à haute pression des eaux usées ou des activités humaines telles que les essais nucléaires ou le remplissage des réservoirs des barrages hydrauliques. Concernant le climat, certains défendent le gaz de schiste car en effet il lutterait contre le réchauffement climatique. Alors, il se trouve que les centrales électriques émettent 2 fois moins de CO2 que les centrales qui fonctionnent au charbon. Mais le phénomène des fuites est toujours nettement plus important. Alors, le méthane a un effet de serre qui est 20 fois plus supérieur à celui du CO2. Donc une fuite, une fuite de méthane a beaucoup plus d'impact sur l'environnement et sur l'atmosphère qu'une fuite de CO2. Les fuites sont dues à, par exemple, un mauvais rebouchage d'un puits de gaz de schiste après son utilisation, ce qui permettrait au méthane de s'échapper. De plus, les moyens de contrôler les fuites ne sont pas obligatoires, donc des moyens comme par exemple des caméras thermiques. Je vais maintenant parler du torchage. La production de gaz progresse plus vite que les infrastructures destinées à les accueillir. Ils sont donc obligés de brûler les gaz, ce qui provoque l'émission de polluants comme l'oxyde de soufre ou l'azote. Bienvenue dans les couloirs de notre établissement. Nous sommes à l'étage des laboratoires, donc ils sont au nombre de 4. Aujourd'hui, nous allons utiliser le laboratoire Wegener, appelé ainsi en l'honneur du célèbre scientifique. Nous allons faire une expérience pour vous montrer les dégâts de la fracturation hydraulique utilisée pour extraire le gaz de schiste. Suivez-nous. Commençons par la présentation du matériel utilisé. Tout d'abord, nous allons utiliser une solution d'acide chlorhydrique de concentration 1 mol par litre. Ensuite, nous allons utiliser de l'eau qui provient du robinet. Aussi, une pipette. Nous avons aussi à notre disposition 2 plantes Echeveria, donc c'est une plante dite grasse, que nous avons marquée au marqueur, alors avec une avec la lettre T pour témoin et une avec la lettre C pour cobaye. Nous arroserons tous les jours la plante cobaye avec de l'acide chlorhydrique. Alors pourquoi l'acide chlorhydrique? Car il est utilisé et il est injecté dans le sol lors de la fracturation hydraulique, tandis que la plante témoin, nous l'arroserons avec de l'eau. Alors je vais commencer par arroser la plante témoin donc avec de l'eau. Et moi, je vais arroser la plante cobaye avec de l'acide chlorhydrique. Donc nous répéterons cette opération tous les jours. À demain! À demain! Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Donc voici la plante témoin arrosée avec de l'eau au bout d'une semaine. Et ici, vous pouvez voir donc le résultat de la plante cobaye arrosée à l'acide chlorhydrique au bout d'une semaine. Et donc là, il s'agit des mêmes plantes, simplement on observe le résultat 2 semaines après. Donc la première arrosée à l'eau encore une fois et la deuxième à l'acide chlorhydrique.